Spécialement aujourd'hui, Momar Diong, consultant du groupe des médias. Momar Diong, bonsoir. Bonsoir, Blimbo, bonsoir à M. Ba. Et bonsoir à l'autre Momar Ndao. Voilà, vous l'avez déjà présenté. Momar Ndao, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, président de l'association des consommateurs, je veux parler de ASCOSEN, c'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, une économie qui se porte bien est une économie qui se porte mieux, j'allais dire. Je parle sous le contrôle de M. Omar Ba. Alors, M. Ba, l'économie sénégalaise se porte-t-elle bien? Bon, sur le plan économique, effectivement, si nous prenons les agrégats, nous pouvons dire que l'activité économique donc, suit les courbes qui ont été développées en ce qui concerne le taux de croissance, en ce qui concerne l'évolution donc, de la consommation, mais également en ce qui concerne donc, l'évolution des investissements. Mais il y a des contraintes qui sont rencontrées depuis d'ailleurs le début, depuis à peu près 3 ans, 4 ans, depuis 2015. Nous voyons que même si nous avons un taux de croissance, on expliquera d'ailleurs qui est un taux de croissance extraverti, évidemment, nous avons quand même des contraintes qui s'impliquent et nous commençons à voir un peu les conséquences sur le plan social, mais également sur le plan donc, de l'activité économique, puisque on sent une certaine baisse de l'activité économique sur le plan donc, de la production intérieure. De la production, et cela a des répercussions dans le secteur, enfin dans le social de manière générale. Absolument, puisque si les entreprises au niveau national ont des contraintes de développement de leur production, évidemment cela va jouer sur le niveau de cette production, mais également sur le niveau aussi donc, de l'activité, c'est-à-dire les créations d'emplois, et donc sur la consommation. Et s'il y a des effets qui sont négatifs, cela se répercute effectivement au niveau donc, du social, et nous verrons d'ailleurs un peu quelles sont les conséquences sur le plan de la politique économique. Alors, M. Ndao, une question assez générale. Les consommateurs sont-ils satisfaits? Non, les consommateurs ne peuvent pas être satisfaits parce que vous savez, effectivement, il y a de la croissance au niveau macro, mais la grande problématique, c'est que les gens disent que la croissance ne se mange pas. C'est pas tout à fait faux, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a un problème fondamental, c'est l'accès des PME, PMI, donc disons à la commande publique, à l'économie elle-même. Parce que si aujourd'hui la croissance est tirée par les grandes entreprises, ce qui se passe, c'est que le bas peuple ne verra pas la réalité de cette amélioration-là. Donc il est extrêmement important que les petites entreprises puissent fonctionner, gagner des marchés et faire de la petite distribution. Je vais donner un petit exemple très simple. Avant, les ménagères qui étaient dans la banlieue, ils pouvaient avoir des petits prêts qui leur permettaient de faire une distribution de produits alimentaires, etc., ou des petites choses, des petits investissements qui leur permettent de faire bouillir la marmite. Mais si aujourd'hui les fonds qui renflouent les systèmes financiers décentralisés, c'est-à-dire toutes les petites entreprises qui gagnaient de l'argent disons avec la commande publique ne refinancent plus les SFD, donc les SFD ne vont plus prêter donc aux petites entreprises, micro-entreprises, etc. Et donc par conséquent, cet assèchement va faire de sorte que toute cette petite population qui se débrouillait avec des petits fonds n'arrive plus à avoir des petits crédits. Aujourd'hui, si vous voulez un petit crédit dans un SFD, on vous demande facilement un titre foncier ou des garanties que vous n'avez pas, alors qu'avant, cet accès était plus facile. Et donc, ce qui fait que la croissance étant une croissance globale, macro, etc., la répercussion au niveau micro, au niveau des populations, se fait de manière plus difficile. Donc les populations ont plus de difficultés pour fonctionner normalement. Et donc, effectivement, elles ne sont pas contentes. Les populations ne sont pas contentes, Momar Diong, mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui avec la sortie de ces étudiants orientés dans les instituts privés, l'État doit des milliards justement aux instituts privés. L'État également doit des milliards aux entreprises de bâtiments et travaux publics, et sans oublier également cette ardoise qui tourne autour de 250 ou 260 milliards dû à la Sénélec. Ça veut dire effectivement que le social reste et demeure une bombe. Oui, c'est vrai, il y a un certain nombre d'engagements que l'État avait souscrits et qu'il peine à honorer. Il y en a bien évidemment avec la Sénélec, 247 milliards que l'État leur doit.
il faut comprendre à ce niveau que l'État s'était engagé à assurer une compensation à la Sénélec. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme que l'on appelle la révision des conditions tarifaires de la Sénélec. C'est-à-dire on prend tout ce qui intervient au niveau de la production de l'électricité et c'est sur cette base-là qu'il y a une fourchette de tarification qui est établie tous les trimestres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En début 2019, durant le premier trimestre, on s'est rendu compte qu'il y a eu, sous ce rapport, un manque à gagner de 33 milliards de la Sénélec. Mais vous comprendrez qu'on allait vers une année électorale, vers une élection, et que l'État avait voulu que la vérité des prix ne s'applique pas. Parce qu'à l'époque, il aurait fallu réévaluer les factures et leur appliquer une hausse d'au moins 39% pour respecter le manque à gagner pour que la Sénélec n'ait pas à souffrir de cela. Et entre-temps, cette enveloppe est passée de 33 milliards à 70 milliards, donc c'est passé du simple au double et la situation est restée à l'état. Donc, ce que l'État doit à la Sénélec s'est accru et jusqu'à présent, la révision des conditions tarifaires qui devait intervenir le 1er juillet n'a pas encore eu lieu parce que l'État hésite à encore appliquer une hausse des factures de l'électricité au Sénégal. On a vu récemment aussi qu'au niveau de la SDE, certaines populations ont eu à déplorer une augmentation de la facture. Aujourd'hui, on s'est réveillé avec un prix à la tonne du ciment qui a connu une hausse de 5 000 francs. Là aussi, vous voyez que les consommateurs ne vont pas être contents. Il n'y a pas très longtemps, en début juin, on a assisté à une hausse du prix du carburant. Donc, vraiment, quand on a un tableau là qui n'est pas très réduisant et qui nous fait vivre un paradoxe. Parce que voilà un État qui s'est toujours engagé à faire du social sa priorité et qui a fait, pas plus tard qu'en 2018 de l'année écoulée, une année sociale. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on est en train un peu de boucher le trou béant qui a été laissé en 2018 avec un État particulièrement généreux qui a bloqué les prix autant qu'il le pouvait parce qu'on s'acheminait vers une échéance électorale et il ne fallait pas toucher au panier de la ménagère ou accroître les prix pour que ça puisse se traduire par un contre-coup électoral de la part du président sortant. Aujourd'hui, on a payé les frais et puis peut-être ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Alors, M. Ba, à ce niveau, est-ce que nous n'avons pas fait de mauvais choix économiques, véritablement, comme l'a dit Momar Diong, en décrétant de manière spontanée 2018 comme année sociale, en misant plusieurs milliards dans la bourse de sécurité familiale, dans la couverture maladie universelle et dans d'autres programmes sociaux, et qu'aujourd'hui que nous soyons obligés de véritablement de faire face à la réalité qui est véritablement une augmentation exponentielle des prix de plusieurs, en tout cas, denrées de consommation. Vont arriver en principe. Il est vrai, c'est-à-dire que, comme nous en parlions tout à l'heure, il faudra remonter un peu plus loin à la mise en place donc du plan Sénégal émergent. Lorsque le Sénégal a lancé ce programme, comme son nom l'indique, c'est l'émergence, donc il fallait faire beaucoup d'investissements, donc d'infrastructures. Et donc l'État qui a lancé ces programmes devait normalement être accompagné du secteur privé national, c'est-à-dire les entreprises privées sur le plan local. Finalement, qu'est-ce que nous avons vu du fait de l'importance de l'endettement de ces entreprises privées, puisque l'État doit beaucoup aux entreprises privées nationales. Donc, ces entreprises n'ont pas pu accompagner donc, ce programme de PSE, ce qui fait que l'ensemble des réalisations des infrastructures, en général, c'est à partir des ressources publiques de l'État et donc des entreprises extérieures. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées par des entreprises turques, chinoises, etc. Voilà, chinoise. Exactement, indiennes. Et beaucoup moins par les entreprises locales. Ce qui fait que l'État a tiré beaucoup plus sur les ressources publiques. Et comme l'État tire sur les ressources publiques, en fait, l'essentiel des ressources de l'État sont constituées par, si vous voulez, les recettes fiscales, les emprunts sur les marchés financiers et autres, et éventuellement les emprunts auprès des organismes financiers internationaux ou bien également les aides provenant des pays partenaires techniques et financiers. Et donc, des contraintes étaient là. L'endettement posait problème puisqu'on a atteint un certain niveau d'endettement qui fait que d'ailleurs certains organismes internationaux ont tiré déjà donc la sonnette d'alarme
en parlant un c'est peu, le cas donc, du FMI. Voilà, en parlant un peu donc de révision de cette politique donc d'endettement au niveau des marchés financiers, au niveau de la BRVM et au niveau international. Ce qui fait que l'État s'est retourné beaucoup plus vers les partenaires techniques et financiers pour la réalisation de certaines infrastructures. Sur le plan fiscal, comme on le disait tout à l'heure, il est difficile pendant cette période de pouvoir augmenter, si vous voulez, donc la part fiscale sur les produits de consommation, puisqu'on était un peu en année sociale à l'approche des élections. Ce qui fait que cela a un peu plombé l'objectif, si vous voulez, du plan Sénégal émergent. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'activité économique se retrouve bloquée, puisque les entreprises sont un peu étranglées, les entreprises nationales sont un peu étranglées par le niveau de cet endettement, des engagements de l'État qui n'ont pas été, si vous voulez, respectés donc, dans les conditions prévues. Et cela se retrouve aussi au niveau donc de l'activité dont on parlait tout à l'heure, M. Ndao, de la petite activité, puisque en fait l'économie, si vous voulez, c'est un peu pyramidal, puisque ce sont les ressources qui doivent descendre pour toucher donc le maximum des populations. Et s'il y a un blocage intermédiaire, évidemment, les ressources donc ne sont plus disponibles. L'État n'intervenant pas ou intervenant peu dans la mise en place de ressources financières, et évidemment les entreprises locales n'étant pas en situation donc de disponibilité de trésorerie, puisque étant créancières de l'État et n'ayant pas encore reçu ces paiements, donc vous voyez, nous avons donc une sorte d'assèchement de ressources financières. Et donc tout dépendait de l'État. Et bon, pendant l'année 2018, l'État a mis beaucoup de moyens pour assurer ce qu'on appelle le social, mais nous retrouvons maintenant les retombées même de cette politique actuellement. Et ce qui pourrait arriver, c'est que progressivement, nous allons assister à une montée progressive donc, des prix de certains produits au fur et à mesure. C'est-à-dire donc ça va toucher de plus en plus le social, compte tenu des contraintes, sans compter, en dernier point, l'importance justement du niveau du chômage qui est encore là, et donc de l'activité économique qui est un peu en baisse, en berne, pour ne pas dire. Donc vous voyez, comme on le disait tout à l'heure, on a tous les ingrédients qui montrent que la situation sera difficile. La situation sera difficile, M. Ndao, apparemment, parce que là, Momar l'a rappelé, année sociale. Ensuite, nous avons connu récemment l'augmentation du prix du carburant. La baguette de pain pourrait augmenter compte tenu de la spéculation du prix de la farine à un niveau mondial. Et maintenant, on redoute une augmentation également de l'électricité, l'eau. Certaines familles sénégalaises commencent à se plaindre d'une augmentation, en tout cas, ou bien en tout cas de factures mal formulées et tout. Mais c'est le consommateur qui va toujours payer le prix. Oui, tout à fait. En fait, il faut comprendre qu'un État a pour objectif de protéger sa population et donc de servir sa population et de lui alléger en tout cas les coûts de la vie, etc. Et c'est dans ce sens-là que l'État s'était engagé dans une approche donc d'année sociale. Maintenant, c'est que on ne peut donner que ce que l'on a. Et si aujourd'hui vous avez l'impact du prix donc du carburant qui fausse un peu le jeu, les prévisions tombent à l'eau. Parce que ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis très longtemps, le prix au niveau international avait entraîné une nécessité d'augmenter les prix à la pompe, etc. Et l'État a toujours refusé d'augmenter, pour rester toujours dans l'objectif de dire je vais maîtriser l'inflation, je vais faire une année sociale, etc. Mais l'État ne diminue jamais quand le baril de pétrole chute. Oui, je vais vous donner un exemple. En juin 2014, le super était à 889 francs et le gasoil à 792. Donc jusqu'à la dernière augmentation, il y avait une baisse de 197 francs CFA. Donc même avec le réajustement, il y a donc une augmentation, il y a encore une baisse, parce que si vous faites moins 197 plus 60 ou bien plus 80 si c'est pour le super, donc vous restez toujours avec une baisse de 100 et quelques. D'accord? Alors donc maintenant le problème qui s'est posé, c'est que en ayant
continuer dans le sens de dire protégeons le pouvoir d'achat, protégeons le consommateur, n'augmentons pas les prix, il n'y a pas eu de recette pour faire face. Des recettes qui lui permettent donc de pouvoir mettre cela. Je donne un exemple très simple. Vous savez, depuis 2009, il n'y a pas eu de variation du prix de l'électricité. Bon, parce que l'augmentation était telle que les consommateurs n'en pouvaient plus. Et donc, depuis 2009, pour faire face aux besoins de Sénélec, l'État est obligé chaque année de donner un certain montant pour équilibrer les comptes de Sénélec. Et ce montant est calculé après l'expertise un peu de la commission de régulation. Et donc en 2011, quand il y avait les coupures et qu'il y avait les émeutes de l'électricité, le déficit était de 120 milliards. Aujourd'hui, la commission de régulation a dit que le déficit aujourd'hui est de 125 milliards que l'État doit mettre pour ne pas augmenter le prix de l'électricité. Or, aujourd'hui, du fait de ces désengagements antérieurs, l'État doit 247 milliards de francs CFA à Sénélec, d'après l'administration Sénélec, et 50 milliards à la SAR. Donc, l'État doit prendre sur ses ressources, qui sont presque évanescentes, 247 milliards, plus au moins 50 milliards pour faire face à un équilibre pour Sénélec. Donc, or, aujourd'hui, il y a certains services qui n'ont pas de papier, qui ont des difficultés, vraiment parce que c'est des difficultés réelles. Alors, ça c'est la situation par rapport à Sénélec. C'est vrai que l'État a fait un dernier effort de 35 milliards, dit-on, pour permettre à Sénélec de respirer. Mais vous imaginez une société qui perd 341 millions de francs CFA tous les jours, qui a ce besoin qui doit être comblé pour ne pas augmenter les prix. C'est ça Sénélec aujourd'hui. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soit l'État met les 125 milliards plus le reliquat sur les 247 milliards, ou l'État dit, moi je ne peux pas le mettre, on va augmenter les prix. Mais nous, on a toujours dit, nous sommes contre toute augmentation, d'où qu'elle vienne, quelle que puisse être son explication. Mais il faut être réaliste cependant. De deux choses l'une, soit l'État met de l'argent, si l'État n'a pas d'argent, l'État n'en mettra pas, et donc Sénélec va continuer des délaissages, parce que Sénélec a des problèmes d'approvisionnement déjà en combustible. Et donc, on risque de se trouver avec des délaissages tellement importants que les gens vont courir pour trouver du courant. Donc, il faut faire un choix entre modifier légèrement les tarifs, parce que vous savez, nous avons obtenu il n'y a pas longtemps une baisse de 10% sur le prix de l'électricité. Donc si une modification légère du prix de l'électricité permet de pouvoir atténuer les souffrances de Sénélec, faire de sorte que Sénélec puisse continuer à donner du courant, nous disons que oui, c'est pas de gaieté de cœur, mais on pense que ça devrait pouvoir être envisageable. Mais nous sommes contre toute augmentation, quelle que soit leur explication. Maintenant, sur les autres points, vous avez parlé du pain par exemple. Mais sur le pain, qu'est-ce qui se passe? Les boulangers ne respectent pas les Sénégalais. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, quand on fixait le prix du pain à 150 francs, le prix de la farine était à 20 000 francs, donc l'État a homologué le prix de la farine en baissant jusqu'à 18 000 francs. Donc selon les conditions économiques du moment, le prix était calculé et c'était 150 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, il y a eu 2 baisses du prix du gasoil qui n'ont pas été répercutées. Or, le gasoil est un intrant important dans le pain puisque c'est avec ça qu'on brûle le pain. C'est ce que utilisent les fours. Il y a une baisse du prix de l'électricité de 10%. Mais en plus de cela, le prix de la farine est passé de 18 000 à 13 500 du fait de la concurrence entre les meuniers. Okay. Et donc tout ça devait entraîner des baisses importantes sur le prix de la baguette aux consommateurs, ce qui n'a pas été fait. Si nous regardons les conditions économiques qui ont poussé à la fixation du prix du pain à 150 francs, et maintenant, le gasoil, comme je vous ai dit, était à 792 le prix du gasoil. Il est aujourd'hui à 655, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, 655, c'est ça. Donc c'est toujours moins cher. D'accord? L'électricité, il y a une baisse de 10%. La farine est toujours inférieure au prix auquel elle était homologuée. Donc, pourquoi on va parler de baisse? Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir contourner la difficulté en mettant un piège dans lequel l'État est en train de tomber. C'est qu'ils disent qu'ils vont créer un 4e format.
qu'est-ce qui va se passer? Si vous créez un quatrième format qui va coûter 175 francs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous venez dans la boulangerie, vous ne trouverez plus de pain de 150 francs. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, donc c'est une augmentation, les Sénégalais ne pourront pas payer ça. Alors donc, il faut que l'État refuse le quatrième format, parce qu'ils nous ont déjà fait le coup en fait. Parce qu'il y a une année, ils avaient dit oui, on voulait un format basé sur le calcul du coût de la farine. Et moi j'avais dit à l'administration, attention, on aura des problèmes s'ils le font. L'administration dit nous, on va contrôler. Mais le lendemain, vous allez dans une boulangerie, on vous dit tout le pain de 150 est fini. Donc l'administration ne peut pas imposer à une boulangerie de dire il faut faire 200 pains de 250 francs ou 400 pains de... Voilà. Et donc, ce sera une augmentation. Donc il ne faut pas que l'administration accepte cet élément-là. Okay. Maintenant, le dernier point, c'est sur le ciment. Dont vous êtes en train de parler. Alors sur le ciment, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, les cimenteries ont voulu augmenter et les prix étaient à 57 000, 54 000. Entre-temps, ils ont fait du forcing et le ciment est passé jusqu'à 63 000 parfois dans certaines zones. Maintenant, l'État dit, écoutez, nous avons accepté une augmentation de 3 000 francs pour la taxe sur la contribution minière et 2 000 francs pour la taxe sur les logements sociaux. Ça fait 5 000 francs. Mais l'État doit dire, voici les nouveaux prix. Parce que si on part de 54 000, qu'on ajoute 5 000 francs, on doit être à 59 000. Vous comprenez? Mais si quelqu'un était en train de spéculer, était déjà à 63 000, on dit on a augmenté 5 000, il va ajouter 5 000, il est à 68 000, là où le prix devait être de 59 000. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré l'augmentation de 5 000 francs, si l'État fait bien son travail en donnant les prix actuels sur la base des prix qu'il y avait avant, les prix officiels qu'il y avait avant, on serait à 59 000 ou 62 000. D'accord. Et donc, il faut que l'État fasse un arrêté dans ce sens-là pour dire, attention, les nouveaux prix sont dedans, pour éviter toute forme de spéculation. Alors, Momar Diong, à ce niveau, après tous les développements faits par Momar Ndao et M. Ba, aujourd'hui, on peut dire et affirmer que l'État maintenant fait face aux véritables réalités. Écoutez, on risque d'aller vers une série d'inflations. Il y a eu la hausse du prix du carburant. On pourrait assister très prochainement à la hausse du prix de l'électricité. Et il peut en être ainsi pour d'autres produits, le ciment aujourd'hui, etc. Mais pourquoi on en est arrivé là? C'est la bonne question. On en est arrivé là parce que tout simplement, le gouvernement de Macky Sall, dès son installation en 2012, a voulu faire de la maîtrise des prix des produits de consommation courante son marqueur, sa marque de fabrique. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les premières mesures ont été, contrairement à ce qu'on a vécu durant les années Watt, une maîtrise des prix, une baisse des prix de certains denrées. Et la baisse du loyer aussi, même si ça n'a pas donné peut-être les effets escomptés. Ils ont fait donc de la baisse des prix de consommation courante leur marqueur. Et depuis lors, ils n'ont pas voulu quitter cette logique. Ensuite, M. Ba l'a dit tout à l'heure, ils se sont engagés dans le cadre de grands travaux, dans le cadre du PSE, avec des fonds publics que l'État devait donner en contrepartie. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des retards dans l'exécution ou dans la réception de certaines infrastructures, vous avez entendu les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et le FMI, dire que s'il y a retard, ça ne leur est pas imputable, mais c'est imputable à l'État du Sénégal qui a eu du mal à mobiliser la contrepartie qu'elle devait donner. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème maintenant, et toujours là aussi, c'est une marque de fabrique du gouvernement Macky Sall, la volonté qu'ils avaient de mettre fin aux disparités territoriales, sociales et géographiques. Ce qui s'est traduit par un certain nombre de politiques, dont la politique volontairement sociale, couverture maladie universelle, mais ça s'est traduit automatiquement par des dettes qui se sont accumulées au niveau des infrastructures hospitalières. Il y a eu ce que je considère moi comme un gouffre à milliards, les bourses de sécurité familiale. L'enveloppe n'a cessé quand même de se développer, passant de 100 millions à 300 millions, sans que peut-être ça n'ait pas d'impact vraiment qu'on peut ressentir sur le développement du Sénégal et le épanouissement. Donc, sur ce plan, l'État a voulu donner non pas une réponse économique à la pauvreté, mais une réponse sociale. Une réponse non structurelle, mais une réponse conjoncturelle. Et voilà, aujourd'hui, on est rattrapé par tout cela.
Et on le vit aujourd'hui davantage avec cet exemple du ciment que j'ai donné. Il l'a dit tout à l'heure, M. Ndao, qu'est-ce qui s'est passé? On explique cette hausse de 5 000 francs sur la tonne du ciment parce qu'il y a des surtaxes qui avaient lieu et qui n'étaient pas répercutées sur le prix du ciment jusque-là. Maintenant, l'État vient de savoir qu'il en est réduit à accepter que ces surtaxes soient appliquées et supportées par le consommateur. Ensuite, le président veut lancer un programme de réalisation de logements sociaux, oui. Et ça doit être financé encore et supporté par le consommateur. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a problème. Non seulement on le fait supporter automatiquement au consommateur, alors que peut-être il y a des niches dans lesquelles l'État aurait pu faire des économies. Il y a des dépenses somptuaires qui se font. Il y a des institutions dont on peut douter de l'utilité, etc. Il y a le président qui s'est engagé à réduire une quinzaine des 31 agences qui existent et qui font souvent doublon avec des ministères, etc. Il y a des niches où on peut aller chercher de l'argent et non pas mettre ça sur le dos du consommateur uniquement. Et c'est à ce niveau-là que, M. Ndao, vous avez vraiment beaucoup de travail à faire. Et Momar, pour vous relancer, oui. Dans la même logique, parce que M. Ndao en a parlé, les boulangers, lui, il dit que les boulangers ne respectent pas les Sénégalais, certes, mais les boulangers également étouffent, compte tenu justement de cette spéculation internationale concernant la farine, par exemple. L'argument qui leur est opposé pour ne pas leur permettre de procéder à une hausse, c'est entre autres le prix de la farine qui avait baissé jusqu'à 13 500, si je ne me trompe, et qui n'avait pas été suivi d'effet. Il n'avait pas baissé automatiquement. À partir de ce moment, on leur rétorque qu'ils ne peuvent pas alléguer une hausse du prix de la farine pour pouvoir appliquer une hausse. Bon, ensuite, d'autant plus que quand le prix du pain était fixé à 190 francs, oui. C'était sur la base d'un prix de la farine de 18 000. Donc, tant qu'on est sur le plan économique, tant qu'on n'est pas dans une situation où le boulanger va dépenser plus, oui. Il ne doit pas y avoir de modification tarifaire. Oui. Et donc, aujourd'hui, le prix est toujours inférieur à 18 000 francs. Ok. Donc, c'est toujours... Alors, monsieur Ba, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'État qui ne dit pas la vérité à ses citoyens, ou véritablement c'est parce que nous avons de réels problèmes à un niveau micro et macroéconomique? Voilà. Comme vous le savez, l'économie, surtout l'économie sénégalaise, est très dépendante de l'international. Sur le plan donc, des produits pétroliers qui sont importés, mais également sur le plan généralement des produits que nous consommons en importation. Il est vrai qu'au niveau économique, la politique de l'État, qui a utilisé énormément, si vous voulez, de ressources publiques pour les infrastructures du plan Sénégal émergent, fait que les sources où l'État devrait pouvoir tirer donc, des ressources financières posent problème. Ce sont des contraintes que nous rencontrons actuellement. Parce que, je le disais tout à l'heure, le niveau d'endettement commence à atteindre, si vous voulez... C'est assez conséquent. 65% du PIB. Je ne sais pas si ce chiffre est vérifié. Voilà, c'est un chiffre qui fait polémique. Voilà, c'est ça, effectivement, puisque l'État avait changé la base de calcul. Tout à fait. Effectivement. Mais déjà, les institutions internationales avaient tiré la sonnette d'alarme dans ce cadre-là. Donc, pour dire que l'accès au marché international deviendra de plus en plus difficile sur le plan des ressources financières. Donc, que peut faire l'État au niveau des partenaires techniques en général, mais ces aides sont le plus souvent, ce sont des aides qui sont intéressées et ce n'est pas toujours dans l'intérêt du pays concerné. Et donc, le dernier élément de ressources financières, c'est un peu la politique fiscale. Et maintenant, dans cette politique fiscale, l'État aurait pu être accompagné par les entreprises si nos entreprises locales étaient solides sur le plan de l'activité, de la production, puisque plus l'entreprise crée de la richesse, fait de la production, donc elle va pouvoir participer à la politique fiscale de l'État sur le plan impôts, etc., sur le plan création d'emplois et sur le plan des paiements, si vous voulez, des impôts, les impôts sur les personnes physiques ainsi que les impôts sur les IS des entreprises. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que le problème de l'État, c'est que ce dernier point, basé sur la fiscalité, aura essentiellement une répercussion au niveau des populations.
puisque si on augmente les impôts sur les produits importés, si on augmente les impôts sur des produits fabriqués localement, évidemment, ce sont des produits de consommation qui sont destinés donc aux populations. Cela pose un problème si on sait que, comme le disait tout à l'heure M. Diong, depuis presque 7 ans, 8 ans, donc, le gouvernement avait mis en place donc, une tendance donc, de maintenir donc, une politique sociale avec des prix acceptables pour les populations. Mais dans une économie, l'État ne peut utiliser et fonctionner que par rapport à la réalité de l'existant. Et les ressources financières donc, sont de plus en plus très rares. Et donc, le dernier élément qui reste, c'est au niveau de la politique fiscale. Maintenant, comment l'État doit mener cette politique permettant aux populations d'accepter justement cette hausse progressive qui va venir doubler d'une situation, si vous voulez, de non-création d'emplois. C'est-à-dire donc il y a de moins en moins de création d'emplois. Et il n'y a pas de répercussions également sur le revenu des Sénégalais, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire donc les entreprises sont généralement des difficultés, puisque ces entreprises ont des créances très importantes sur l'État qui n'ont pas été payées, mais justement ces entreprises aussi rencontrent une concurrence très forte. Donc tout cela, si vous voulez, nos entreprises locales constituent, si vous voulez, des freins à la création d'emplois, donc à la lutte contre le chômage. Et donc voilà, sur le plan social, l'État est confronté à ces deux effets, c'est-à-dire l'effet de hausse éventuelle donc des prix pour pouvoir compenser, avoir des ressources et répondre aux objectifs et aux besoins de la Sénélec, de la SAR, etc. Sous forme de subventions et sous forme de paiement aussi des dettes internes. Et donc aussi, comment faire pour augmenter, si vous voulez, les recettes fiscales. Puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'État accorde, depuis longtemps d'ailleurs, l'État a toujours accordé beaucoup d'exonérations. Il faut voir ces niches-là. Il y a des niches qu'on peut toucher au niveau des exonérations. Et je pense que ces conseils avaient même été avancés il y a 2 ans par le Fonds monétaire international. Comment mieux réguler les subventions. Mais également, il y a une politique de recouvrement aussi des recettes fiscales, puisque ça pose problème en général. On a souvent des problèmes qui se posent où, par rapport aux prévisions de recettes fiscales, donc les recouvrements ne sont pas bien faits. Et évidemment, dans les prévisions budgétaires qui avaient été lancées, les augmentations de recettes fiscales étaient basées donc sur une activité économique, des créations peut-être de nouvelles entreprises, etc., qui ne sont pas réalisées. Donc, ce qui fait que l'État se retrouve coincé entre donc ces différentes contraintes. Et maintenant, nous avons, comme le disait M. Momandao, nous avons donc des risques éventuels que justement les consommateurs soient mis devant le fait accompli. Et ça va être assez difficile mais à ce dans niveau, la réalité. mais à ce niveau, M. Ndao, comment faudra-t-il encadrer les consommateurs afin que véritablement le coût ne soit pas trop dur? Alors, vous savez, quand il y a des difficultés comme ça, il y a une tendance inflationniste. Il faut que l'État veille vraiment avec tous ses moyens pour maîtriser les variations tarifaires. C'est extrêmement important. Par exemple, pour le ciment, il faut que l'État fasse un arrêté pour dire voici les nouveaux prix qui ne devront pas être calculés sur la base des prix spéculatifs qui sont pratiqués actuellement. Donc ça, c'est des dispositions comment on dit, de containment pour rester dans les variations acceptables. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas seulement aussi financer le développement qu'avec la fiscalité, parce que ça c'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait une politique plus agressive d'incitation, donc pour inciter, disons, les investisseurs étrangers à venir faire des investissements au Sénégal. Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est un peu le capital qu'il faut. On a besoin de capital et on ne peut pas baser sa capital sur 2 choses, l'endettement et la fiscalité. Et je suis persuadé qu'en le faisant et en même temps en essayant de faire la promotion des petites, micro, moyennes entreprises et industries, je donne un exemple. Prenons un exemple très simple, la pastèque, le khal. Mais tous les villageois peuvent faire de la confiture de khal. Vous savez, pour faire une confiture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste une marmite avec du sucre. C'est uniquement ça.
parce que c'est le sucre qui permet de conserver bien sûr la qualité donc de la confiture, parce qu'en fait ça crée une réaction osmotique qui tue les microbes. Donc c'est le sucre. D'accord? Donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir des bocaux. Prenez un bocal, vous mettez votre étiquette, vous vendez. On peut exporter du khal, on peut faire du jus de khal. Peut-être le jus est un peu plus compliqué pour la ménagère, mais la confiture de khal, c'est à la portée de tout le monde. De toute ménagère. Il suffit d'avoir une casserole et du sucre. C'est ça, avec ça qu'on fait la confiture. Donc il faut enlever l'eau et puis vous mettez du sucre, vous faites bouillir pour tuer les microbes au départ, et puis donc ils ne peuvent plus augmenter. Et donc vous mettez dans du bocaux. Il y avait un ministère qui avait été créé à un moment donné, je pense que la personne à qui on l'avait confié avait refusé, c'était la transformation agricole industrielle des produits agricoles. Les gens pensaient que c'était de la rigolade. Mais aujourd'hui, les plus grandes entreprises au Sénégal, c'est des industries de transformation agricole. Sonacos, CSS, tout ça, c'est transformation industrielle de produits agricoles. Et donc, il y a des niches où on peut produire, on peut créer de la richesse avec des petits fonds qui permettent de pouvoir le faire. Moi, la première fois que j'ai bu un jus de khal, c'était en Chine. Sénégal, ils en font même pas. C'est maintenant que peut-être les dames essayent de faire du jus, etc., de manière artisanale. Mais il y a la possibilité de faire une grande production donc sur la base de micro-industrie. Parce qu'il y a beaucoup de produits que nous importons aujourd'hui qu'on aurait pu faire localement avec des moyens rudimentaires. Mais si l'État ne s'oriente pas dans cette direction, effectivement, la base de production nécessaire à l'enrichissement donc des populations n'existe pas. Okay. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant, je donne un exemple très simple. La commande publique. L'État, au lieu de commander, je sais pas moi, un montant de 3 milliards à une entreprise, si la chose peut être faite par, mettons, je sais pas moi, 100 micro-entreprises, ou ça fait quoi? 3 milliards, mais c'est 100 multiplié par 10 personnes qui vont s'enrichir, alors que là c'est juste une seule entité qui va s'enrichir. Donc la distribution est beaucoup plus importante si on a la possibilité de faire participer le maximum de micro-entreprises donc à la commande publique. Et tout ça, c'est des moyens de développer le pays qui existent, qui sont opérationnels, qui ne demandent pas des complications et qui sont opérationnels tout de suite. Et donc, oui. Et Momar, c'est là où vous parliez de la transformation structurelle de notre économie. Parce qu'en réalité, quand on regarde tout ce qui se passe au Sénégal depuis plus de 10 ans maintenant, on a l'impression que les États qui se succèdent adoptent les mêmes politiques économiques et que l'État donne même l'impression de vivre au-dessus de ses moyens. Oui, c'est ça a été un problème, sauf qu'il faut reconnaître quand même, et c'est un mérite quand même du gouvernement du président Macky Sall, d'avoir conçu à travers le PSE un référentiel unique des politiques publiques. Au moins, il y a une conception, une organisation et qui enjambe même ces 2 mandats parce que c'est vers l'horizon 2035. Je crois que c'est bien d'avoir au moins conçu cela. Ensuite, de s'être résolument engagé dans une politique de transformation structurelle de l'économie. Mais malheureusement, on voit que jusque-là, ce qu'il inaugure, c'est des infrastructures qui ne participent pas à une transformation, pour moi, structurelle de l'économie, parce qu'on aurait aimé que le président passe tout son temps, plutôt qu'à inaugurer le terre, plutôt qu'à inaugurer les infrastructures qu'on l'a vu inaugurer Dakar Arena, etc., entraîner des industries un peu partout dans le pays. Là, vraiment, on aurait cru à une transformation structurelle de notre économie parce qu'il nous faut résolument aller vers ça. Mais malheureusement, ce qu'il a inauguré jusque-là ne participe pas de ça. Donc il va falloir que ce second mandat soit placé sous ce signe. Parce qu'en vérité, les caisses de l'État sont quasiment à sec. C'est ça la vérité. Ils l'ont toujours nié. À chaque fois qu'on parlait de problèmes de trésorerie, ils ont estimé que c'était des problèmes conjoncturels, mais que la situation était sous maîtrise. Vous vous souvenez des dénégations de Amadouba quand il était ministre de l'économie et des finances. Après, par la suite, à la veille des élections, il a dû reconnaître que l'État n'a pas voulu appliquer la vérité des prix et qu'il y avait une alternative, soit appliquer la vérité des prix,
soit que l'État les supporte sous forme de subventions, sous forme etc., de compensation, etc. Et que le président Macky Sall avait préféré cette seconde option. Donc il fallait s'attendre à ce qu'une fois l'élection faite, que maintenant on revienne à la réalité. Et la réalité, elle est là. Elle est dure. Quand l'État doit 247 milliards à la Sénélec, une société aussi stratégique, et qu'on vise quasiment la psychose des délestages de 2011, parce que maintenant c'est les responsables syndicaux qui en parlent, et que devant une situation aussi grave, que l'État ne puisse donner qu'un acompte de 35 milliards sur les 247, ça veut dire que la situation de trésorerie est tendue. Quand l'État doit à des universités privées qui prennent en charge 40 000 étudiants sur une enveloppe de 18 milliards globale, que l'État peine à honorer 8 milliards de tranches, mais ça veut dire que la situation est extrêmement compliquée. Ouais, compliqué. Hein, et maintenant, c'est ça la vérité. Voilà. Ouais, très vite. C'est ça la vérité. Ouais, en 2 minutes, moins de 2 minutes. Ces contraintes liées justement à la trésorerie même publique montrent un peu ce que nous avons développé ici. Ça veut dire que les sources même où l'État pouvait développer donc des ressources financières donc s'achèvent de plus en plus. Et il y a maintenant une nouvelle politique à mettre en place. On a tardé très longtemps à ne pas mettre l'essentiel de l'activité économique au niveau de nos entreprises locales. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées, mais ça a été fait par des entreprises internationales, alors qu'on a des capitaines d'industrie qui pouvaient réaliser ces infrastructures, que ce soit les routes, les ponts, les constructions, etc. Mais aussi ces capitaines d'industrie qui auraient pu intervenir dans ces marchés à plusieurs centaines de milliards aurait permis d'avoir des ressources qui se répercuteraient au niveau donc de la sous-traitance locale et au niveau des populations avec des créations d'emplois et donc une grande redistribution donc de ces ressources auprès des populations. En 5 secondes. Oui, en 5 secondes. Ce que je voudrais rajouter, parce qu'on a failli l'oublier, c'est la mesure qui a été prise récemment par la douane de revoir les valeurs douanières et qui a été mise en veilleuse devant la levée de bouclier des commerçants, mais qui pourrait également se traduire par une hausse de prix de d'autres denrées. Donc il faut s'attendre quand même à une situation particulièrement compliquée, et Momando et compagnie ont vraiment du pain sur la boulot, du pain sur la planche. Voilà. Beaucoup de travail à faire, hein, et parce qu'en réalité la situation elle est ou elle peut être compliquée, mais nous y reviendrons. Ce sera juste après le 19h45, présenté par Mohamed Diop et Nene Aïchaba. Développement économique. Comment amener les banques à participer au financement de l'économie? Puisque le rôle d'une banque, c'est pas uniquement de financer les besoins des particuliers, mais surtout l'activité économique. Et les entreprises ont besoin de ces financements. Mais nous voyons que nos banques qui sont ici au Sénégal rechignent à financer nos entreprises. Même les grandes entreprises ont des contraintes, à plus forte raison, les PME et les petites entreprises. Il faut que l'État voit dans quelle mesure elle peut mettre en place une politique de bonification des taux d'intérêt, mais également une politique donc d'intéressement des banques au financement de nos entreprises. Et même pour les marchés, que ce soit les grands marchés internationaux qui ont été lancés ici pour les infrastructures, mais nos entreprises auraient pu réaliser ces infrastructures grâce au financement du secteur bancaire avec des bonifications de taux d'intérêt pour l'État et même des garanties donc mises en place par l'État. Ça, c'est un premier élément que l'État devrait voir comment mettre en place cette politique. Deuxième élément, c'est notre politique d'endettement. Même si nous avons des ressources énergétiques qui vont arriver dans les années donc, à venir, des problèmes vont se poser parce que nous ne pourrons pas tout le temps hypothéquer, si vous voulez, ces ressources du futur pour les générations à venir. Donc l'endettement, même si nous dépassons le seuil des 70% prévus par la norme de l'UEMOA, parce qu'il y a des pays à l'international qui sont à plus de 100%, hein, c'est le cas des États-Unis, de la France, etc. Mais nous ne sommes pas dans la même conjoncture, nous ne sommes pas dans les mêmes situations. Donc, ce que doit faire l'État, donc limiter cet endettement,
mais également limiter ses dépenses de fonctionnement. Si nous savons que la masse salariale de la fonction publique élargie avec les agences, on en parlait tout à l'heure qu'il fallait revoir donc ce nombre d'agences assez élevé, nous nous rapprochons donc des 1000 milliards. Vous vous rendez compte de ce que ça coûte pour un pays comme le Sénégal avec des ressources extrêmement faibles où uniquement la masse salariale prend donc ce taux-là. Donc il faudra revoir comment mieux rationaliser les dépenses de fonctionnement, n'est-ce pas? Et puis maintenant orienter la politique d'investissement à travers nos entreprises locales, comme le font tous les pays du monde, hein. C'est-à-dire ils impliquent leur entreprise dans les réalisations de politiques d'investissement. Mais si nous mettons nos entreprises à l'écart et nous travaillons avec l'international, les retombées, comme le disait tout à l'heure M. Momar, donc les retombées, en fait, les populations ne vont pas le ressentir. Non. Et c'est à partir donc de ces réalisations et du développement de nos entreprises locales que les créations d'emplois pourraient se développer et permettre donc de diminuer, si vous voulez, donc le chômage. Alors, M. Ndao, les retombées économiques, quel que soit leur lieu de provenance, impacteront carrément dans la vie des consommateurs. Alors, directement ou indirectement, est-ce qu'il ne faudrait pas alors donner beaucoup plus de vie au secteur privé national? Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai eu à le dire, donc la croissance est tirée par les grandes entreprises, donc qui ne redistribuent pas suffisamment vers les populations, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez une grande entreprise que lui confiez une commande de l'État de plusieurs milliards, bon, c'est juste un petit groupuscule de personnes qui vont en bénéficier, tandis que si cette commande était éclatée en plusieurs dizaines de commandes, donc ça va permettre à des micro-entreprises, des mini-entreprises, des PME, PMI, de pouvoir accéder à cette commande publique, et donc il y aura un niveau de distribution beaucoup plus élevé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aussi, il faut être très prudent par rapport à l'approche qui dit on va réduire les dépenses de l'État. Il faut optimiser les dépenses, pas réduire les dépenses, mais les optimiser. Je m'explique. Si par exemple, vous savez que si vous allez mettre 100 francs ici, vous allez avoir 10 000 francs, il faut mettre les 100 francs. Mais si vous pouvez mettre ici 50 francs et que vous gagnez absolument rien du tout, il faut revoir cette dépense-là. Donc, qu'est-ce que l'État peut faire pour que les dépenses qui lui permettent de faire rentrer plus d'argent ou de mieux fonctionner ou d'être plus efficace, il faut le faire. Et parce que je donne un exemple, pendant très longtemps, si vous regardez au niveau de la politique, au niveau des ministères des Finances, les centres qui gèrent les impôts étaient les plus mal lotis. Hein? Or, c'est ces entreprises qui font entrer l'argent. Si vous ne leur donnez pas les moyens de pouvoir faire un recouvrement avec une assiette élargie, plus supportable pour le consommateur, mais si tout le monde paye, c'est plus efficient que certains seulement payent pour d'autres. Alors donc, moi je suis plutôt pour une optimisation des dépenses, pas pour une réduction des dépenses. Donc toutes les dépenses qui ne servent pas à grand chose peuvent être réduites, mais toutes les dépenses qui vont permettre de pouvoir faire rentrer beaucoup plus d'argent pour l'État, il faut privilégier ces dépenses-là, et je pense que c'est extrêmement important. Autre part aussi, c'est vrai, on peut dire on va réduire le personnel, mais si vous réduisez le personnel, vous approvisionnez les Sénégalais aussi, parce que c'est ce personnel qui va travailler, qui va acheter les biens produits demain par les entreprises locales ou importés. Donc dans tous les cas, on peut développer un pays aussi par la consommation. Hein. S'il n'y a pas de demande, donc il n'y aura pas de production. Et je pense que c'est un peu tout se tient, mais le plus important c'est qu'on puisse créer de la valeur ajoutée exportée, de sorte que l'on puisse avoir plus de capitaux qui viennent dans notre pays, pour bien sûr combler le manque qu'on va avoir du fait qu'on ne peut pas tout fiscaliser, on ne peut pas se baser sur la fiscalité ni sur les aides et les différents prêts pour pouvoir développer le pays. Alors, Momar Djong, il n'y a pas longtemps, le président de la République, Macky Sall, a lancé une opération de rationalisation et qui concerne la diminution un peu des consulats et autres ambassades, mais également des agences. Il en a parlé, mais quoi qu'on puisse dire, les Sénégalais, en tout cas, je dirais même des Sénégalais, pour être plus dans le relativisme, espèrent également voir la suppression de certaines institutions et disant que cette manne financière pourrait aider véritablement à créer des entreprises.
Je crois que c'est le signal qu'il a voulu lancer avec la réduction de la taille du gouvernement. Je crois que par rapport à son dernier gouvernement, du dernier mandat, il y a eu 5 portefeuilles qui ont sauté. C'est l'argument également qui avait été avancé, entre autres, concernant la suppression du poste de Premier ministre. Je crois qu'ils avaient parlé d'économies tournant autour de 82 milliards avec la suppression de ce cabinet. Mais je crois que ça ne permet pas jusqu'à présent de régler le problème. Maintenant, M. Djiba a évoqué une question qui me paraît importante, et je parle d'ailleurs sous son contrôle, lui l'économiste. Dans tous les pays du monde, c'est le secteur bancaire qui soutient l'économie. Or, le problème que nous avons au Sénégal, il a raison, c'est que notre secteur bancaire ne finance pas l'économie pour une raison bien simple. C'est que 82% de notre système bancaire est détenu par l'étranger. Et maintenant, il y a une logique qui prévaut au niveau de ces compagnies étrangères. Vous prenez l'exemple du Maroc. Le Maroc est venu au Sénégal avec ses industriels, avec ses opérateurs économiques, mais avec leurs banques. Et aussi même un dernier chaînon avec leur assurance. Donc, ils sont sur toute la chaîne. Et qu'est-ce que gagne l'économie sénégalaise? Absolument rien. C'est pour cette raison que nous avons une croissance qui est extravertie. Donc, la direction vers laquelle il faut aller, c'est bien évidemment, comme l'ont fait le nouveau club des investisseurs sénégalais, parce qu'il y a un nouveau club quand même qui vient d'être créé et il faut s'en réjouir, parce que quel est l'argument qui était toujours avancé par le gouvernement quand on leur parlait de la non-implication du secteur privé dans les grands chantiers? C'est qu'ils n'avaient pas suffisamment mutualisé leurs moyens pour avoir les reins suffisamment solides pour pouvoir participer. Maintenant, en se regroupant en club des investisseurs, peut-être qu'ils auront beaucoup plus de moyens parce qu'ils vont les mutualiser. Ensuite, ils devraient aller résolument vers la création d'une banque qui peut financer quand même le secteur privé. Cela dit, il ne faudrait pas perdre de vue que 90% de notre tissu industriel, ce n'est pas ces grandes compagnies comme CDE, etc., mais c'est les petites et moyennes entreprises. Quelles sont les formules que l'État devrait inventer pour les financer et pour les soutenir? Il y a eu la création de fonds souverains, fonds JIP, fonds CIP. Il y a eu également la création de la BNDE, mais est-ce que c'est des instruments qui suffisent? Il y a également un instrument en ce qui concerne l'emploi des jeunes, comme la DER, dont moi je doute peut-être de l'efficacité, parce qu'on a eu des modules et des instruments de cette nature par le passé, mais finalement ça n'a pas produit grand-chose. Et tous les économistes en conviennent, ils n'ont jamais vu se développer un entrepreneuriat rapide. Un entrepreneuriat a besoin d'être conçu, d'être mûri, d'être réfléchi pour pouvoir donner des fruits. Et donc à partir de ce moment-là, il se pourrait tout simplement que ce soit des rentes données à peut-être des militants ou des gens qui sont proches du pouvoir sans avoir vraiment de retombées. Donc il y a vraiment toute chose à revoir pour que la politique économique en règle générale, c'est ce qu'il faut revoir pour que nous puissions repartir du bon pied. Monsieur Ndao, le dernier mot? Le dernier mot, c'est qu'aujourd'hui on va aller vers des situations compliquées. Il faut que pour accompagner et faire face à cela, que l'État soit intransigeant sur les modifications tarifaires. Que la spéculation soit contenue, soit maîtrisée pour éviter tout débordement qui risquerait de créer des situations domino où il va y avoir des cascades de variations tarifaires. Et il faudra protéger le consommateur. Exactement. Monsieur Ba? Oui, effectivement, et je pense que dans ce cadre-là, puisque tout est lié, la politique économique, sociale, ainsi que la politique de développement donc, des populations. Et donc là, ce que doit faire l'État, c'est donc dans ce cadre-là permettre donc à nos entreprises, mais également à d'autres entreprises internationales qu'ils viennent investir. Mais donc, pour venir investir au niveau du Sénégal, il faut que les conditions donc, puissent exister, surtout dans le cadre des marchés de la consommation. Il faut donc qu'il y ait des revenus de consommation. Mais la part de l'État, ce qui fait que l'État actuellement a des contraintes actuelles, c'est qu'il y a des dépenses qui doivent être rationalisées. Rationaliser, ça veut dire regrouper et faire en sorte que ces dépenses soient utiles pour l'économie. Et que ça ne soit pas des dépenses, parce qu'on a souvent dans nos États des dépenses somptuaires qui en fait n'apportent rien donc à la croissance économique, n'apportent rien à la richesse et n'apportent rien justement aux revenus des populations et des entreprises. Merci. Économiquement, merci. Mon dernier mot, c'est un appel à la solidarité au Sénégal. Je crois qu'on va vers une période
ces derniers jours particulièrement difficile et qui va solliciter le portefeuille des Sénégalais. Il va falloir que quand même la solidarité qu'invoquent les Sénégalais soit vraiment agissante et qu'on rompe avec une certaine cupidité qui fait que à chaque fois qu'il y a des événements de cette nature, chaque Sénégalais essaie de tirer le maximum de profit. Quand vous allez durant la Tabaski, on organise quasiment une sorte de pénurie pour pouvoir faire des spéculations sur le prix du mouton. Quand il y a le Magal ou le Gamou, période où le secteur du transport est sollicité, on trouve le moyen de doubler les tarifs. Je crois qu'à ce niveau quand même, il va falloir, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'indexer l'État, d'indexer la politique économique, mais